Est-ce que vous comprenez? Tu couvres ton nez. Ah, il y a quelqu'un qui me dit c'est faux. Le bâtiment, c'est on n'attrape pas la gale. On n'attrape pas les dates. Le bâtiment, c'est quand on sort de là-bas, on est clean. Le bâtiment réservé aux criminels. C'est toi qui dis aujourd'hui que le bâtiment C sent bon. Tu as fait 5 ans là-bas au bâtiment C. Tu peux monter pour nous dire comment le bâtiment C est. Fais ta demande. Parce que ça m'intéresse. Donc, tu as fait 5 ans. Tu peux me dire que le bâtiment C est propre. On n'attrape pas d'infection. On n'attrape pas de maladie là-bas. C'est propre. Réponds Makori, le bâtiment C est propre. Ah! Ça dépend de la cellule. Je dis le bâtiment C. Il n'y a pas, on n'attrape pas maladie là-bas. Pas forcément. Mais on peut attraper. Ok. Je vais continuer. Quand on sort de là-bas, il y a des risques qu'on peut attraper, se choper des maladies. Ah, tu dis oui maintenant. Ok. Prions que Ziggy n'ait pas ça. Mais comme tu m'as dit, on peut attraper. Donc, c'est entre les deux. Ok. Donc, on n'est pas à sa place. Donc, je peux comprendre. D'accord? Je peux comprendre que Ziggy souffre tuberculose. Ah, merci. Tu entends l'écrit maintenant. Merci. C'est moi. Je ne parle pas. Je peux comprendre que Ziggy souffre. Donc, c'est déplacé que nous, on puisse juger Ziggy. Moi, je ne peux pas le juger. L'enfant est là-bas depuis 6 mois. Les gens l'aident comme ils peuvent. Mais si Ziggy doit sortir, mon souhait, c'est qu'il sorte de là. Je ne peux pas dire il a trahi la lutte. Mes amis, c'est facile d'où on est de s'asseoir et puis faire les commentaires. Sa mère qui a pleuré devant toutes les caméras, d'accord? Ses frères qui ont demandé pardon, ce n'est pas parce qu'ils voulaient sortir devant les médias. C'est parce qu'ils aiment leur enfant. Donc, Ziggy, il a fait sa part. Si Ziggy demain veut venir encore dénoncer les choses, tant mieux. S'il ne veut plus, il est dans la culture, c'est son choix. Il a fait sa part. Donc, moi, je ne peux pas venir insulter ou quoi Ziggy. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais est-ce que c'est normal que dans un état, on te prenne, on t'enferme, on ne sait pas pourquoi on t'enferme, et puis tu vas venir demander pardon? C'est ça la question. Moi, hier, j'étais à la télé. Ziggy, c'est normal, tes parents veulent te voir. Rentre chez toi, va retrouver ton enfant. Va faire ce qu'il faut. Reménage toi-même. D'accord? Retraite-toi, revigore-toi. La vie continue. Si tu veux venir rejoindre le combat, rejoins. Si tu ne veux plus, d'accord? C'est ton choix. C'est ton choix de vie. D'accord? C'est ton choix de vie. Maintenant, moi, hier, j'étais à la télévision. J'étais à la télévision. J'ai eu... Ah, il est sorti. Ziggy est sorti. Ah, il y a un qui dit il est sorti. Moi, je ne sais pas s'il est sorti. Hein. Je sais qu'il a écrit un courrier. Mais je ne sais pas s'il est sorti. Ah non, il n'est pas sorti. Hein. Il n'est pas encore sorti. Il a écrit un courrier en tout cas. Donc, hier, on va écouter, lors de l'émission, ce que moi j'ai dit. On va écouter, d'accord, ce que moi j'ai dit hier à la télé. Un instant. Ce que moi j'ai dit hier à la télé, voilà. Un instant, voilà. Je vais vous faire écouter ma partie. Après, vous pourrez regarder toute l'émission. Un instant. On va écouter. Les plus light, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas aussi durs envers le pouvoir. Donc, le voir aujourd'hui derrière les barreaux, on va dire. Bon, ok, on va écouter. Oui, moi, c'est mon souhait qu'il sorte. On va écouter le président Jean-Paul Aureau, président des journalistes ivoiriens de France, Jean-Yves, mon ami, et moi, ce que je pense par rapport à l'affaire Ziggy. Ok? Et je vais revenir là-dessus. Pourquoi j'ai réagi de la sorte? C'est désespérant de voir ce courrier-là. Parce qu'on a l'impression que tant qu'on ne s'humilie pas, on n'est pas libéré, vu qu'on n'est pas jugé.
Donc, il a peut-être préféré, ou son avocat lui a conseillé de rédiger ce courrier. Peut-être que par la voie du pardon, qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire supérieure au droit, il sera libéré. Président Poloro, vous m'entendez? Bien sûr. Pour moi, sur cette question de Ziggy, vous savez que je suis très tatillon là-dessus. Je me suis fondu à l'époque d'une publication dans laquelle j'ai dénoncé cette forme de, je pourrais dire, de chosification de l'être humain. Parce que Ziggy avait disparu pendant quasiment 4-5 jours. Personne ne savait où il était, même sa mère qui s'était déplacée auprès du substitut du procureur pour lui demander où se trouvait son fils. Pendant 4-5 jours, personne ne pouvait lui donner des réponses, ni à elle, ni à son ancien avocat. Et j'ai dénoncé cette chosification ou cette façon, je pourrais dire, d'effacer l'être humain en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après plus de 6 mois de détention, l'ancien Bali le disait, est-ce que c'est son avocat qui le lui a conseillé ou est-ce que c'est lui-même qui le sent ainsi? Pour moi, aujourd'hui, le but est celui-ci. C'est tellement que son avocat et lui se sont entendus. Le plus important pour lui, c'est de retrouver la liberté. Aujourd'hui, que ce soit l'acte de pardon ou de contrition, soit le seul acte que comprend la justice ivoirienne. Moi, je pense que c'est la stratégie de mettre Rodrigue Tani. Voilà. Et dit, peut-être c'est le seul acte que la justice ivoirienne comprend. Ça fait mal au cœur. Vous imaginez? Ça veut dire que Moussa Toumbla, bon, moi peut-être ça va être différent que Ziggy, hein, parce que je vous dis la vérité, je sais que les gars, ils m'entendent, ils me voient à la télé. Donc aussi moi là, hein, les gars ont la possibilité de mettre la main sur moi et de montrer mon visage à la télé pour dire, une sang qui parle là, vous qui parlez comme ça, voilà une sang l'a pris, ils vont parler, ils vont mettre tous les charges sur moi. Incitation à la haine, incitation tant. Oh, pourtant quand je parle, c'est au regard des lois ivoiriennes. Mais à la fin, ils vont me garder et puis il faudra que je demande pardon. Il faudra que je demande pardon. Et puis il y a des gens qui vont dire, ah, c'est rentré, la leçon est rentrée. Oh, c'est au regard de la loi que nous nous exprimons. Moi, en tout cas, moi, c'est au regard de la loi que je m'exprime. Mais écoutez bien, mon vieux père, le président Jean-Paul Oro, c'est quelqu'un que j'affectionne. Hein. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui me respecte et qui m'estime. Je l'appelle mon grand frère, mon vieux père. Il dit qu'aujourd'hui, la justice ivoirienne apprécie le pardon. La justice ne peut pas apprécier le pardon. La justice va enfermer avec des éléments à charge. Avec des éléments à charge. Écoutez la suite. Il arrive avec ses stratégies à faire libérer ses clients. Moi, je pense que c'est le plus important pour un être humain parce que c'est ce qui fonde l'humanité, c'est-à-dire la liberté. Et pour moi, c'est essentiel que ce jeune homme puisse obtenir la liberté et peut-être vaquer à ses occupations, retrouver sa femme, retrouver sa famille, retrouver ses enfants, retrouver ses amis. C'est super important pour chacun d'entre nous. Nous savons tous ce que c'est que l'affection quand on retrouve les siens. Mais je me dis que il ne faudrait pas qu'on voit les choses en termes uniquement c'est la stratégie de mettre Rodrigue Tani. Je vais vous rappeler un événement. La récente sortie du maire de Lakota. Là, il parle de Prince Arthur Dali. Prince Arthur Dali qui allait se présenter en indépendant, qui a du PPACI, le proche de Stéphane Kipré. Écoutez bien ce qu'il dit de Prince Arthur Dali. Écoutez. Arthur Dali. N'oubliez pas, ou bien peut-être que je vais vous rappeler ceci, les chefs traditionnels de la localité de Lakota, commune et sous-préfecture, se sont réunis il y a quelques semaines et sont allés voir le député de Lakota, Aboulaye Kouyaté. Prince Arthur Dali a été interpellé par la justice. D'accord? Donc, Prince Arthur Dali, là, qui est de Lakota, les chefs traditionnels de Lakota, sont allés voir M. Kouyaté, Abdoulaye. Mais qui est Kouyaté?
Kouyaté, là, il travaille avec Madame Kandia Kamara à l'éducation nationale, qui lui aussi est de la quota. Mais pourquoi ils sont allés voir M. Abdoulaye Kouyaté? Est-ce que M. Abdoulaye Kouyaté est un juge? C'est ça, en fait. Vous voyez, est-ce que M. Abdoulaye Kouyaté est un juge? Il est un député RHDP. Il est un député RHDP. Ou bien vous voulez qu'on donne raison? Parce qu'il y a des gens qui nous disent ça ici. Hein. Il y a des gens qui nous disent clairement, eux là, l'État là, c'est RHDP. Tu es RHDP là. Il n'y a pas. Eux, ils le disent. Maintenant, si vous voulez qu'on pense comme eux, bon, c'est qu'on est dans le cycle de l'État RHDP. Parce que par moment, vos intellectuels, pour qui j'ai du respect, un monsieur comme Koko Nzi, il va venir vous dire, la justice fait son travail. L'exécutif fait son travail. D'accord? Et le parlementaire fait son travail. Le législatif. Ou bien, vous voulez qu'on croit. Ben, il y a des gens là, il y a des noussia là. Ils sont sur TikTok là. Eux disent, eux là, constitution là, c'est RHDP. Vision là, c'est RHDP. Pouvoir là, c'est RHDP. Justice, c'est RHDP. Vous voulez qu'on pense comme eux? Écoutez la suite. Ils ont dit à ce député, ils ont dit, frère, monsieur le député honorable, va voir, il y a ton frère qui est monsieur le maire Prince Dali qui est en prison depuis quelque temps. On vient te demander pardon. Là où tu peux parler, il faut parler. Quelques semaines après, c'est tellement que le député Abdoulaye Kouyaté a parlé là où il devait parler. Et puis... Bon, mais c'est où on parle et puis nous on ne sait pas. C'est où on parle et puis nous on ne sait pas. Si c'est ça, on va aller parler aussi, les 1000 et quelques là vont sortir. C'est où on parle là et puis nous on ne sait pas. Bon, c'est une supposition. Hein. D'accord? C'est une supposition. Ne venez pas dire que mon président a affirmé. L'émission est sur Internet. Je profite en même temps pour vous dire, allez regarder l'émission en entier. Vous allez sur YouTube. Vous allez vous taper Global Africa Télé Sud. Et vous allez voir l'émission. Le titre, c'est Pourquoi Ibrahim Zighi présente ses excuses à Chantal Camara et Alassane Ouattara. Vous avez l'entièreté de l'émission. Ça fait 1h04. D'accord? Vous pouvez aller regarder l'entièreté de l'émission. Écoutez ma partie où j'interviens. As-tu, Dani, a pu retrouver la liberté? Est-ce que ça, là, on va reprocher à quelqu'un d'avoir demandé pardon pour être libre, retrouver sa famille, sa femme, ses enfants, ses amis, sa municipalité? Mais bien au contraire, je suis convaincu que dans quelques jours, Prince Arthur Dani ira serrer la main de son frère Abdoulaye Kouyaté. Pour moi, au-delà de cette chose-là, de ce pardon-là, de cet acte de construction, qu'il soit volontaire ou involontaire, le plus important, c'est de gagner sa liberté. Daouda, je t'ai vu, je t'ai envoyé un message, Daouda. Je t'ai envoyé, Sa Majesté Daouda Koulibaly, je t'ai vu. Tu es passé en flash. Je t'ai envoyé un message important. S'il te plaît, réponds-moi, s'il te plaît, en inbox. S'il te plaît. Juste informer la personne dont j'ai mentionné dans le message, Daouda. Et le reste, on le mène après. La vie politique, j'aime à le dire, Et j'ai transmis mes salutations aussi. Hein. J'étais avec Élisée Bouloubeux, au salon de l'agriculture. J'ai dit, passe mes salutations à Daouda en particulier. Je t'attends, Daouda. On ne fait pas tous les palabres en même temps. On fait les choses step by step. Les problèmes qu'on ne peut pas régler, on les déplace et on avance. Pour l'instant, ce qui est le plus important, c'est de gagner la liberté de ceux qui sont aujourd'hui en prison. Même le PPACI a créé, je crois, l'initiative pour la libération de prisonniers. Là, il parle de l'ILPO, l'initiative de la libération des prisonniers politiques du PPACI. Mais demain, si l'autorité publique, on nous dit, bon, vous là, demandez pardon au groupe, on vous libère, mais ils vont demander pardon au groupe. Et puis c'est bon, ils seront libérés, ils vont retrouver leur famille, leur travail, leurs occupations, et puis ils vont passer à une autre étape de notre vie politique. Il ne faudrait pas que chaque fois, des conditions de crispation de notre environnement politique soient là. Et puis, donc, pour moi, franchement, je salue Maître Rodrigue Tadjé d'opérer ainsi. Ça a permis la libération de
Brendoumi, si ça peut permettre la libération de Ibrahim Ziggy, j'en serais très très heureux. Parce que c'est vrai, ce que le président Jean-Paul Leroux dit, c'est vrai. Parce que pour le cas de M. Soumaïla Bredoumi, rappelez-vous, avant sa sortie, il a aussi écrit, rédigé un courrier pour présenter ses excuses aux autorités. Et c'est Bredoumi est sorti. Et c'était Maître Rodrigue Dadje qui était l'avocat de M. Bredoumi. Parce que moi-même, ce courrier, je me rappelle quand on me l'a présenté, j'ai dit non, le courrier là, je pense que c'est un faux. Bredoumi ne peut pas truc. Mais effectivement, c'est vrai. Et par la suite, Bredoumi Soumaïla est sorti. Donc, Maître Dadje récidive encore avec Peter aussi. Ah, donc c'est la technique de Maître Rodrigue Dadje. Et apparemment, les autorités judiciaires ivoiriennes sont très réceptifs à cette technique-là. Bon, est-ce que... Parce qu'il y a aussi le côté où la famille s'en fout. Hein. Eux, la famille, les proches, l'épouse du monsieur, eux, ils vont dire même s'il faut que même quelqu'un vienne avec 2 pieds sur la tête pour que leur mari ou leur enfant sorte, ils vont le faire. Parce qu'ils vont dire que vous ne vivez pas le martyr à distance. Mais sur l'aspect éthique même de la chose, le fait qu'il n'y ait pas de procès... Bon, on va venir en tout cas sur ma partie où je parle. Et puis on va avancer ainsi. Mais pour l'instant, comme il a toujours fait, dans la discrétion, dans le silence, et puis doucement, doucement, il agit. Bon, je dis ça parce que au niveau de la rédaction, on a essayé de le rejoindre pour avoir son avis. Il m'a dit gentiment, effectivement, il m'a dit, grand frère, cette affaire-là, je n'ai pas envie de faire du bruit. Pour aucune autre affaire, je ne fais du bruit. Laisse-moi défendre mon client tranquillement. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de gagner sa liberté. Peut-être. Moi, je suis d'accord. Hein. Il faut que Ziggy sorte. Le sujet fait débat, mais il faut que Ziggy sorte. Moi, je souhaite qu'il sorte. Il faut que Ziggy sorte. Ziggy doit sortir. Parce que il doit sortir. On ne peut pas le laisser là-bas aussi. Et ils sont beaucoup, hein, ils sont pleins. On parle de Ziggy parce que Ziggy est connu. D'accord, sur les réseaux. Mais sinon, ils sont nombreux à être là-bas. Il faut qu'ils sortent. D'accord. Donc, mais tu ne peux pas dire de cette manière. Va dire devant la main de Ziggy, Eric Diane, va devant la main de Ziggy et puis il faut dire pas de cette manière. Tu vas voir ce qu'elle va te dire. Parce que c'est ça aussi. On a les fesses en 2 feux. Tu peux être dans un combat. Mais tu sais que les gars là, ils sont exposés aux maladies. Ils sont exposés au temps. D'accord, à plein de choses. Mais les familles aussi, ils ont besoin de eux, ils veulent voir les familles. Mais monsieur Diaspora Service, je me plains par la méthode. Parce qu'on est dans un état. Si toi, tu dis qu'on est dans un royaume aidé, là, moi, je suis d'accord avec toi. Mais à partir du moment où, par moment, certaines personnes disent qu'on est dans un royaume, vous tapez du poing sur la table pour dire qu'on n'est pas dans un royaume. Mais on voit des méthodes qui font comme si on est dans un royaume. On croit qui? C'est de ça que je te parle, mon frère. Est-ce que tu comprends? Sinon, moi, je souhaite qu'il sorte. La prison, là, tu ne peux pas conseiller la prison à ton pire ennemi. Tu ne peux pas. Surtout quand tu n'as pas fait la prison. Quand tu n'as pas fait la prison, c'est déplacé de juger ceux qui ont fait la prison. Non, 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 mon frère, toi aussi. Attends. Diaspora, toi, tu viens de tuer mon papa. Tu tues mon papa, tu viens demander pardon, et puis tu vas sortir, et puis je vais accepter. Tu es sérieux? Diaspora Service, toi, tu vas tuer mon père. Et puis tu vas demander pardon au président de la République, et puis te mettre dehors. Et tu crois que je vais accepter? Parce que mon père, je l'ai perdu à vie. Donc fais attention à ce que tu dis. Ah, si moi je tue ta fille, ou j'abuse de ta fille, comme Epstein l'a fait, et puis je demande pardon à Ouattara, Ouattara me met dehors. Tu seras d'accord avec Ouattara? Tu seras d'accord avec Ouattara? C'est facile de dire ça. Quelle est la culture? Que pardon, c'est la culture. Ah, ben, tout le monde a fait des bêtises et puis ils vont demander pardon. Faut pas dire ça, c'est trop facile. Tu es sûr que tout le monde... Faut pas dire ça à un champion. C'est pour ça souvent on dit, il faut qu'il y ait des procès. Ah, Ziggy, c'est politique. Monsieur Ouattara a dit qu'il n'y a jamais de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, tu veux faire mentir Monsieur Ouattara? Non. J'ai dit, Diaspora, Monsieur Ouattara dit dans le pays où il est là, il n'y a pas de prisonniers politiques. Donc, toi, tu veux me dire maintenant qu'il y a prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Entre toi et Monsieur Ouattara, qui dit la vérité? Non. Donc, c'est toi qui dis la vérité. Je n'ai pas dit que tu es un parti. J'ai dit Monsieur Ouattara a dit. Donc, toi, tu dis la vérité. Il dit faux, en fait. Comme tu n'es pas RHDP, réponds-moi.
Ah, c'est faux. Ok, d'accord. Bon, on va écouter la suite. Et après, vous parlerez. Donc voilà ce que j'aimerais dire sur le cas Ziggy. Et puis souhaiter, puis je prie véritablement qu'il puisse gagner la liberté parce que j'ai beaucoup d'affection pour ce garçon. Merci, Président. Jean-Yves Doué. Ah ben, écoutez, Oui. Jean-Yves. En fait, Mon ami c'est comme Jean-Yves. tout le monde, moi j'ai été de ceux-là aussi qui, à chaque émission, lorsqu'on avait la possibilité de parler de Ziggy, demandait à ce qu'il soit remis en liberté parce que pour moi, une jeunesse qui a un esprit critique n'a pas sa place en prison. Aujourd'hui, comment on appelle ça, les interventions, pour ne pas dire les sorties de Ziggy, ben, je l'ai toujours qualifié moi je disais que parmi tous ceux qui soutenaient le président Laurent Gbagbo, c'était l'une des personnes les plus, je dirais, les plus light, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas aussi durs envers le pouvoir. Donc, le voir aujourd'hui derrière les barreaux pendant, je dirais, plus de 6 mois, pour moi, c'est un peu désolant, surtout qu'aujourd'hui, chaque fois, on demande à la jeunesse de s'intéresser un peu plus à la politique. Pourtant, ce sont les politiques eux-mêmes qui éloignent plus la jeunesse de celle-ci. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, ce Ziggy-là, que je qualifiais c'est-à-dire à travers son leadership, hein, de jeunes qui voulaient vraiment changer les choses à sa petite échelle. Franchement, aujourd'hui, voir cette personne-là, moi, je me disais, c'est un petit lion, voilà. Donc, vous le voyez aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est vrai que c'est vraiment attristant et puis, Une sœur, est-ce qu'une sœur avec nous? Voilà, c'est bien. Je suis bel et bien avec vous, oui. Ah. Bon, ok, je vous rappelle que j'étais occupé parce que je suis en train de préparer plusieurs choses. Mais là, c'est moi qui interviens. J'ai écouté le président Jean-Paul Ayrault, j'ai écouté Lassine Gon Coulibaly avant. D'accord, je ne voulais pas que ce soit long. Voilà, vous allez écouter, d'accord, ce que moi je dis. Après, Jean-Yves, donc là, j'interviens, mais je ne suis pas en direct. Voilà, parce que j'étais à distance. Mais bon, je devais participer quand même. Écoutez ce que je dis. Allez-y, en attendant que Jean-Yves se retrouve. Alors, moi, effectivement, j'ai été, bon, je suis pas vraiment surpris quand on m'a dit qui était la personne qui avait repris le dossier Ziggy. Que c'était Maître Rodrigue Dadje. Voilà, donc j'étais en train de vous dire que Maître Rodrigue Dadje, parce qu'il a déjà fait bien avant avec M. Bredoumi Soumaïla, il a même fait aussi bien avant encore, c'était avec une autre personne. Donc je savais, je connais la méthode. Effectivement, je t'en dis, ouais, je connais la méthode de Maître Rodrigue Dadje. Parce que Maître Rodrigue Dadje aussi comprend psychologiquement derrière, peut-être, je sais pas. Faut pas que je vienne mettre du sable dans la séquelle des Ziggy. Donc je préfère commenter sans truc. Mais je sais que Maître Rodrigue Dadje, il est plutôt dans le consensus. Il n'est pas dans la confrontation. Voilà ce que je souhaite dire. Donc, Pas surpris par la présentation de ce courrier. Parce que c'est l'une des marques de fabrique de Maître Rodrigue Dadje. Hein. Chercher la conciliation avec, je dirais même le gouvernement. Parce que je suis embêté parce que Ziggy est un frère que j'ai toujours soutenu. Et je ne vais pas venir citer mes amitiés ici. Mais tout ce que j'ai entendu, bon, ces 6 mois-là, en fait, c'est pourquoi. Si Ziggy doit venir demander pardon, et nous savons que Ziggy doit rejoindre sa famille, mais ces 6 mois-là, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi? question. Bon, il va rentrer, mais les 6 mois-là, c'est pourquoi, en fait. Je veux qu'il rentre, mais les 6 mois-là, j'espère qu'il va ressortir même déjà en bonne santé. Ça, déjà, j'espère qu'il va sortir. Il faut qu'il fasse son check-in. Voilà. Lui-même, sa santé, il faut qu'il fasse son check-in. Bon, les 6 mois-là, c'était pourquoi? Bon, il faut sortir. Moi, je veux qu'il sorte. Parce qu'il ne faut pas que les gens écoutent ce que j'ai dit ici pour dire, voici les sorciers comme ça en tout le monde. Ils veulent encore que Ziggy reste là-bas. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, les 6 mois qu'il a dépensé là-bas, là. Si c'est pour le pardon, là, les 6 mois l'ont servi à quoi? Écoutez. Quand il fait 6 mois, de quoi l'accuse-t-on? Son procès, qu'est-ce qu'il en sera? Bon, le plus important qu'il rejoigne sa famille, parce qu'il est là-bas depuis 6 mois, on ne sait pour quelle raison. Moi, j'ai entendu
l'invité, M. Nancy, dire que Ziggy a dit qu'on allait manifester. Ziggy n'a pas dit qu'on allait manifester. Il a dit aux gens, mettez vos lequets, allez regarder Mme Chantal Camara, d'accord? Et puis on va voir ce qu'elle va dire. Mais Ziggy n'a pas dit on va aller manifester en même temps. Non. Donc, moi, je tiens à dire quelque chose. La Côte d'Ivoire, là, à l'image de voir la Côte d'Ivoire, ça fait pitié. Parce qu'on prend les gens en otage, on oblige les gens à demander pardon. Ce qu'on ne veut pas nous obliger à dire, on va le dire. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est fort, il arrête qui il veut, quand il veut, et puis on vient, on demande pardon. C'est tout. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans une république? Parce que nos intellectuels... C'est ça. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que c'est à la tête du client. Bon, est-ce que vous ici, là, vous m'avez déjà vu faire un live où j'ai dit qu'on doit assassiner des gens? Vous m'avez déjà vu dire ça? Vous m'avez déjà vu dire ça? Vous m'avez déjà vu faire un live où j'ai dit il faut aller agresser des gens, brûler tout. Non, j'ai toujours, même quand je dis aux gens, j'ai dit agissez par la légitime défense parce que c'est dans le droit de Côte d'Ivoire. Si vous ne savez pas comment faire, si quelqu'un vient truc, défendez-vous. C'est la légitime défense. Mais le fait que je sois critique contre la politique faite en place à Abidjan, je sais, je suis conscient que j'ai 70% de chance de me retrouver au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Pas parce que je suis un truand, pas parce que je suis un voyou, pas parce que je suis un bandit, parce que je parle dans les choses politiques. Et ça dérange. Est-ce que c'est normal? Dans un monde, dans un pays, normalement, d'accord, est-ce que parler de la politique en respectant les lois fondamentales de son pays rapproche l'individu d'une cellule de prison? Alors, on nous envoie à l'école, pourquoi? Pourquoi veut-on que, pourquoi les parents nous disent soyez amis du savoir, de la connaissance? Pourquoi les parents nous disent apprenez à l'école? Si en fin de compte, cette école-là, d'accord, nous pousse à la prison. Parce qu'il y a rien de plus normal qu'un intellectuel ou un sachant ou quelqu'un qui apprend à connaître puisse être critique vis-à-vis de sa société. Alors, pourquoi nous envoie à l'école? Même ceux qui ne vont pas à l'école, regardez nos planteurs sur le prix du cacao et du café. Il y a beaucoup de planteurs qui ont fait des cours, mais ils ont choisi le... Ils ont choisi... Un instant, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, j'ai besoin de calme. Merci. Je dis j'ai besoin de calme. Merci. Donc, même les planteurs, tu ne veux même pas parler de politique. Mais la politique sur la fixation du prix du cacao et du café, surtout du cacao, en ces temps de crise, vont t'obliger à critiquer la politique de gestion du cacao. Et il y a des chances, le fait d'être critique, que tu sois aussi envoyé là-bas. Si tu commences à faire trop de live, tu critiques la gestion de la politique cacaoyère, ils vont te dire que tu parles trop. Mais on est dans un état ou on est dans un royaume? Est-il un critiqué calomnié? C'est une très bonne, ça c'est une très bonne question. Monsieur Khalil Diakité. La calomnie, d'accord, la calomnie relève d'abord de quelque chose d'incendié. Quand on calomnie une personne, le but c'est d'être négatif vis-à-vis de la personne. La critique, elle peut être négative comme positive. Mais la critique a un fondement. Cher monsieur, si je critique la politique de la gestion cacaoyère, je ne vais pas venir m'asseoir là et puis venir insulter M. Bruno Nabanye-Kone. Je vais critiquer M. Bruno Nabanye-Kone à partir des éléments que j'ai sur la gestion de la politique cacaoyère. Je ne peux pas venir critiquer M. Ouattara parce que je n'aime pas. Et ce que votre question, c'est une très belle question. Mais je vais critiquer M. Ouattara à partir de faits et de documents. Quand on va commencer à discuter, je vais vous sortir un article. Je vais vous dire, voilà ce que cet article dit. Voici la politique de M. Ouattara. Qu'est-ce que vous en dites? Vous allez me donner des contre-arguments. C'est sur la base que nous allons discuter. Oh, la calomnie, c'est que je n'ai même pas, je n'ai rien. Mais je prends, d'accord, je n'ai rien, mais je critique M. Ouattara. Je n'aime pas M. Ouattara.
Je viens, je dis, monsieur Ouattara est comme ci, comme ça. Non, pas maintenant, s'il te plaît. Tout à l'heure, je suis en train d'entendre. Non, ferme. Quand je vais finir, je te dis. Monsieur Ouattara est comme ça, monsieur Ouattara marche à gauche, monsieur Ouattara marche à droite. Ça, c'est de la calomnie. Monsieur Gbagbo a les pieds X. Monsieur Gbagbo est comme ça. Monsieur Gbagbo aime Yopougon. Monsieur Gbagbo est un jouisseur. Ça, c'est de la calomnie. Mais critiquer la politique de Gbagbo à partir des faits, c'est une critique, vous avez le droit. Critiquer Bédier à partir des faits, sur les documents, c'est une critique. Parce que la critique, elle fait grandir. Qu'elle soit positive comme négative. Moi-même, là, je suis critique sur moi. Ça s'appelle l'introspection. Ne pensez pas que je m'aime à un tel point parce que je vais m'asseoir devant une caméra. Moi, si on me demande mes défauts, je peux vous dire aisément mes défauts. Parce que je sais que je suis un homme, je ne suis pas parfait. Donc, sachez faire la différence entre calomnier quelqu'un et critiquer. Mais c'est vrai que vous, les Ivoiriens, vous êtes réfractaires à la critique. Toi, tu es quel genre d'homme? Tu es mari d'une femme. Ta femme te critique, toi, tu dis que tu es l'homme le plus parfait. Il faut avoir des problèmes parce que tu es un dictateur déjà dans ton foyer. Sinon, tout le monde. Critiquer sans preuve, c'est ce que je vais vous dire, c'est de la calomnie. Mais vous pouvez me dire, moi, ça, tout le monde n'a pas de preuves. Je mets l'orgueil de côté. Vous pouvez, moi, me dire, moi, ça, tout le monde, je n'ai pas de preuves. Et même quand j'ai des preuves et quand je me trompe, je prends la peine de venir m'excuser pour dire l'information que j'ai donnée, elle n'est pas bonne. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Vous, monsieur Ibrahim Khalil Diakité, parce que vous êtes beaucoup, hein. Il y a beaucoup qui disent que j'ai la haine de Ouattara. Mais ce qui me fait rire, c'est que tout ce que j'ai dit, c'est à partir des preuves. Tout ce que j'ai dit est sourcé. C'est à la différence des gens qui viennent s'asseoir, qui parlent dans le vide. Vous pouvez me sortir un élément, une information que j'ai sortie qui n'est pas sourcée. On peut commencer par le 4e mandat. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne calomnie pas. Voilà. Donc, on va continuer. On va continuer, s'il vous plaît. Donc, c'est quoi cette façon de tout? Donc, ça veut dire, je critique le gouvernement, mon village et les chefs du village se mettent ensemble, ils demandent à quelqu'un qui lui va aller voir la justice, je ne sais pas quel pouvoir il a, lui va aller voir la justice, et puis on me libère. Bon, on peut accepter ça même, mais c'est bizarre. C'est bizarre. En fait, il y a quelque chose de malsain que je n'arrive pas à cerner. Bon, si c'est une réalité ivoirienne, statuer là-dessus, trouver une formule de Yaki ou de Sabari que vous allez mettre en loi, et puis on va demander pardon dans le naturel. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai dit. S'il faut mettre une loi, cette loi, on va l'appeler la loi Yaki ou la loi Sabari, ou ça va passer, ça va faire peut-être jurisprudence dans la procédure judiciaire. Parce que si... Ah, voici un autre. Bon, Ben Hakim. Parce que si, dans mon village, c'est-à-dire qu'on m'attrape, et puis les gens de mon village se mettent ensemble pour aller demander pardon. Et puis, bon, on dit, bon, faut plus il va parler, hein. Faut plus il va parler, hein. Qu'il se calme, hein. Et puis, au moment avant de sortir, on dit, tu as vu la prison, hein. Faut plus ouvrir ta bouche, hein. Faut plus... Mon frère, c'est pas normal. C'est de ça que je parle. Il faut qu'on parle. Même si vous-même vous supportez Ouattara. Si les gens sont contre Ouattara, il faut qu'on parle. C'est ce qui rend la vie politique dynamique. Il y a quoi? Il y a quoi? Il faut qu'on parle. Vous voulez que notre bouche sente? Il faut qu'on parle. Est-ce que le fait de parler là, ça veut dire qu'on est ennemi? Moi, j'étais au salon de l'agriculture. Il y a plein de frères du RHDP qui sont venus me voir. Je ne les ai pas repoussés. On a parlé. Normal, tranquille. Il faut laisser le débat. Laisser les gens s'exprimer. Laisser les gens dire ce qu'ils ont à dire. C'est comme ça. C'est un pays, il est dynamique, il est comme ça. Regardez aujourd'hui, là, les événements qui se passent en Iran. Vous avez vu les déclarations de Macron, mais il y a des Français qui sont contre. Ils ne sont pas prêts. Il y a des hommes qui insultent Macron. Pourquoi Macron dit ça? Mais ça ne va pas quelque part. C'est ce qui fait la République. Voilà. Donc, je ne comprends pas. C'est pas facile. Donc, première proposition, j'ai demandé un amendement pour créer un sabari ou une loi sur le Yaki et le sabari. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, c'est bon. Bon, on va écouter encore. Oui. Donc, je disais que c'est vraiment triste de... On va écouter encore le président Jean-Paul Leroux. Dans le fou, on dit quoi?
le game changer. Dans le fou a fait mal. Dans le fou a cogné de ça à ton blanc. On m'a appelé d'Abidjan, dit, ah, le game changer, dans le fou. Donc, j'espère que ça va dans le fou. Alors, on va écouter encore la deuxième partie où le président Jean-Paul Oro s'exprime par rapport à la situation de notre frère Ziggy. Et je vais rebondir encore à nouveau. En Côte d'Ivoire, nous décrions tous depuis quelque temps sur ce plateau le fait que la justice ne poursuit qu'un seul camp dans ce pays. Nous dénonçons depuis bien longtemps sur ce Président Jean-Paul Oro, que les militants du RHDP, d'accord, aiment. Il dit, non, il ne faut pas dire ça. Il dit qu'il trouve que lui, la justice poursuit souvent qu'un seul camp. Mais pourtant, quand Jean-Paul Oro donne des arguments là, vous dites qu'il est du RHDP. Il n'est pas du RHDP, hein. Mais les gens du RHDP l'aiment. Parce que souvent, quand il dit des choses, il trouve des choses qui sont... Ouais, en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais moi, je n'en disconviens pas. C'est normal. Tout le monde a le droit de penser comme il veut et faire ce qu'il veut, tant que ça rentre dans les cadres de la loi. Écoutez bien ce qu'il dit par la suite. que la parole politique, la parole militante et la parole critique sont aujourd'hui criminalisées en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le fait. Et il y a l'avocat qui vient, qu'un client vient vous. Comment la parole politique peut être criminalisée en Côte d'Ivoire? La parole politique, c'est vague. On ne peut pas, en fait, aujourd'hui critiquer politiquement et parler à Ouattara comme si c'est une majesté ou son altesse. Je suis désolé. Aucune loi, je dis bien, aucune loi au travers de la constitution ivoirienne dit même que si je dis M. Ouattara, je dois précéder par son excellence. Aucune loi en Côte d'Ivoire ne dit que si je dois appeler un ministre, je dois précéder son nom, son patronyme de son titre de ministre. Aucune loi en Côte d'Ivoire ne dit encore que je peux appeler un député en précédant d'accord le patronyme du député par son honorable. C'est des bêtises. Celui qui veut, il le dit. Celui qui veut, il ne le dit pas. Donc, M. Ouattara, je peux l'appeler M. Ouattara. La loi ne m'interdit pas de précéder le patronyme Ouattara par son excellence ou M. le Président. C'est du folklore. J'ai dit bien, regardez dans toute la constitution ivoirienne, il n'y a pas, c'est pas mentionné là-dedans. Si je veux, je l'appelle son excellence. Si je veux, je l'appelle Monsieur le Président. Gbagbo, si je veux, je dis Président. Si je veux, je dis son excellence. Si je dis Monsieur Gbagbo. Donc, c'est du folklore, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? C'est du folklore. Et je parle au miroir des lois ivoiriennes. Je parle au miroir de la Constitution. Ça ne fait pas de moi un hors-la-loi. Donc, quand vous dites, il y a une manière de parler dans la vie politique, montrez-nous cette formule-là. C'est ce que je dis aux gens. Est-ce qu'il y a un lexique? Il y a un lexique où on dit savoir parler en politique en Côte d'Ivoire. Le livre, il est où? Montrez-nous le livre. Et puis tout le monde va parler comme ça. Quand vous entendez, j'ai lu ton commentaire, Khalil. Oui, il y a une manière de parler. C'est quoi cette manière de parler là? Donne-moi le livre là, je vais apprendre. Parce que apparemment, la façon dont je parle là, c'est une manière déplacée, c'est une manière impolie, c'est une manière qui ne convient pas en Côte d'Ivoire. C'est quoi la façon dont on parle en Côte d'Ivoire? C'est depuis quand ça existe? Montrez-moi ce livre là. Là, au moins, quand je vais parler, je sais que je n'aurai pas de problème. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas en dehors de la loi. Hein. Là, je parle là. Je ne suis pas en dehors de la loi. Là, je parle normalement. Mais ma manière de parler ne plaît pas à un cas. Donc, donnez-moi le bon livre. Donnez-moi le bon livre. Là, je vais apprendre, quand je vais parler, vous allez commencer à apprécier. Ou bien c'est mon débit. Ou bien c'est ma façon de me tenir. Ou bien c'est parce qu'il y a beaucoup de cheveux. Ou bien c'est parce que ma tête est grosse. Mais le texte dit dans le respect. Où est le manque de respect? Qu'est-ce que vous appelez un manque? Vous savez ce qu'on appelle le manque de respect? Moi, je l'ai dit, le poisson pourrit par la tête. Quand Mme Taoué, toi là, elle a joui de quoi? Elle a joui de son immunité parlementaire. Sinon, elle n'était pas dans le respect. Moi, ici, je n'ai jamais insulté l'appareil génital d'une femme ou d'un homme. Et je ne suis pas député. Je suis qu'un simple citoyen. La tête doit être l'exemplarité. La tête, là, c'est l'exemplarité. J'ai dit à M. Boulougon, M. Ouattara a traité les Ivoiriens des chiens. Est-ce que vous êtes insurgé? Je ne dis pas, les chiens à bois, la caravane passe, c'est pas ça. On a dit la nuit, là, surveillez vos quartiers parce qu'il y a des chiens errants. Vous êtes insurgé.
C'est qui sont ces chiens-là? Vous êtes vétérinaire? Vous êtes de la brigade canine? On sait que c'est une figure de style. C'est substituer, d'accord, les opposants par des chiens. Donc, animaliser une partie de sa population, est-ce que c'est quelque chose de logique? Mais on ne vous a pas vu, vous les donneurs de leçons, taper sur votre poitrine pour dire, on te soutient, M. Ouattara, mais tu as zaï. On ne fait pas ça. Mais si c'était un autre camp, à l'époque, appeler la population à se préparer au verdict d'une institution, oui, ça veut dire quoi? Donc, quand il y a le verdict d'une institution, on ne peut pas dire même à sa population d'attendre le verdict de l'institution. C'est hors la loi, ça. Quand Ouattara s'est présenté en 2010, et puis les gens l'appelaient pour lui dire, est-ce que vous avez gagné? Il disait, j'attends la CEI. J'attends tant. C'est un appel à la guerre. C'est un appel à la guerre. La CEI est une institution aussi. Ça, c'est ton interprétation. Parce que vous dites que Ziggy, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, il allait gâter le coin. Sinon, en 2010, Ouattara aussi disait de s'attendre aux résultats de la CEI. Même en 2015, même en 2030, ça dépend de la posture dans laquelle on est. Si Ziggy était RHDP là, ce qu'il a dit n'allait pas être mauvais. C'est parce que Ziggy est proche des gens de l'opposition, en l'occurrence le PPACI. C'est tout. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite en Côte d'Ivoire. Et pour vous, Ziggy allait manipuler une partie de la jeunesse. On l'a entendu ici sur le panel. Si Ziggy était RHDP, ce que Ziggy a dit là, ça n'allait pas avoir d'impact. Parce qu'on vous a dit que Mme Chantal Camara n'allait pas valider la candidature de Gbagbo. Ziggy est un jeune qui est à côté de Gbagbo. Donc, quand Mme Chantal Camara allait dire quelque chose, en remplacement de Blé Goudé, vous avez anticipé, en remplacement de Blé Goudé, Ziggy a appelé cette jeunesse à sortir. C'est pas ça. C'est pas ça. C'était mieux d'attendre en même temps votre voleur. Quand il allait se prononcer là, vous mettez la main sur lui. Sinon, ce que vous faites là, c'est une interprétation, cher monsieur. Parce que Ziggy va vous dire aussi, comme M. Ouattara disait en 2010, d'attendre les résultats de la CEI, il appelait à quoi? Parce que la CEI est une institution. C'est fini. Vaut mieux prendre la main dans le sac un individu au lieu d'anticiper. Vous avez tellement eu peur. Vous avez dit que Ziggy va mélanger le pays là, comme Blé Goudé. C'est ça. Mais est-ce que tu l'as vu? Dire on attend les résultats d'une institution, c'est un appel à la désobéissance civile? Sérieux? Parce que je vais me mettre là, je dis bon, on va voir les résultats que le Conseil constitutionnel va dire. On va voir. Donc ça veut dire que je brûle le pays. Ah les amis, bon, dans ton dispositif Khalil, tu penses comme ça, mais c'est pas parce que tu penses comme ça que tout le monde pense ainsi. Quel élément de preuve présenté qui dit que Ziggy préparait à une subversion, à une insurrection? Mais ce sont des interprétations. Non, mais quel est ton élément de preuve? Khalil Diakité, tu viens de dire appeler à un truc. Je t'ai donné un exemple. Donc, quel est ton élément de preuve? C'est la vidéo là, mais tu interprètes. Ziggy peut dire autre chose. Mais quel est ton élément de preuve matériel? Bon, mon ami Dondofo a dit que Ziggy a été détecté par Pegasus. Peut-être tu as les éléments de Pegasus là. D'accord? Il faut les exhiber. Si tu les exhibes, moi, je vais m'asseoir et dire, ah, vous avez raison. Il faut les sortir. Mais Ziggy a écrit, il a dit, Mémé Camara, Mémé, il faut sciencer. Il a raison. Il faut demander pardon à Mémé. C'est fini. Et puis Ziggy va faire tes spectacles. Parce que c'est la Côte d'Ivoire. Il faut faire tes spectacles, on va t'oublier. On aime quand les jeunes sont dans PA ou bien dans les actions de fortunés, comme ce que Apouchou fait. Il faut laisser. La politique, là, c'est pour un groupe de doyens, des doyas. Ils mangent en eux. Tu es encore trop petit. C'est comme ça qu'on parle en Côte d'Ivoire. Je termine avec mon vieux père Jean-Paul Leroux. Je veux sortir de prison. Lui dit, dans ce pays-là, que tu connais là, où tu n'as pas eu l'occasion même de commettre un vrai délit, tu n'as pas eu l'occasion de commettre un crime constitué, et puis tu te retrouves en prison, voici la méthode que je te propose. Et c'est celle-ci. Le client est d'accord, il signe, et le courrier est porté aux personnes de droit. Je veux dire à l'ancien, il ne s'agit pas, lorsque un avocat représente son client, dès qu'il publie un document signé de son client, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ce document a été rédigé, le plus important, c'est que cet avocat qui représente ce client, ce courrier-là vient de son client. Ça, c'est un fait. Rappelez aussi à Jean-Yves
Parce que voir cet acte de contrition comme un acte de renonciation à ses valeurs, à ses principes ou à quoi que ce soit, je dis non. La politique dans laquelle Ibrahim Ziggy s'est engagé, surtout celle de la Côte d'Ivoire, il sait que c'est une affaire de tempo. On ne fait pas tous les palabres un coup. Il y a des palabres qu'on fait, on se repose, et puis après, on soigne ses blessures, on pense ses plaies, on remet ses os en place, on boit de l'eau. Quand on est frais, on reprend le chemin de la bataille. Voilà une réalité humaine et aussi politique qu'il est bon de prendre en compte. Ne voyons pas les choses en termes de humilier. Mais c'est justement ce que recherche le pouvoir en place. Exactement. Ibrahim Ziggy constituait la parole militante d'une certaine partie, je pourrais dire, de la jeunesse ivoirienne. Celui-là, il fallait, d'une certaine façon, le couper le sifflet. C'est tout. Ils ont coupé le sifflet pendant 6 mois. Aujourd'hui, nous sommes encore là, en train de regretter, en train de dire qu'il n'a pas sa place là-bas parce qu'il n'a pas commis véritablement d'actes liés à notre droit là. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Rien. Cet enfant doit être dehors. Maintenant, s'il demande pardon, tous les Ivoiriens qui le connaissent, qui l'aiment là, ils savent que sa place n'est pas là-bas. Il ne faut pas se distraire, rentrer dans de grosses formules. Sa place n'est pas là. Il a qu'à sortir d'abord. Et on verra la trajectoire que Ibrahim Ziggy donne à son parcours politique ou à son parcours public. Pour l'instant, le plus important, Ibrahim Ziggy n'a qu'à sortir. S'il demandait pardon qu'il a fait là, ça peut lui permettre de gagner la liberté, ça peut lui permettre de gagner, retrouver sa femme, retrouver ses enfants, retrouver sa famille, ses amis, et même ses amis politiques. Laissons-le sortir. Quand il sortira, et puis regardons-le, voir la trajectoire qu'il va donner à son parcours. Après ça, on jugera, on fera ce qu'ils ont. Mais ne poussons pas les gens à vouloir être des martyrs. Non, non, il n'est pas un martyr. Il n'a pas la volonté d'être un martyr. Mais ça Il n'a pas l'ambition d'être un martyr. Donc pour moi, à ce niveau-là, j'aimerais qu'aujourd'hui, on voit les choses de cette façon. Calmement, sereinement. Laissons Maître Rodrigue Dadji et son client dérouler leur stratégie. Ou Maître Dadji rentre matin où il sort la nuit pour demander qu'on libère son type là. Quand son type là sera libéré, peut-être lui viendra nous dire un certain nombre de choses par rapport après. Mais pour moi aujourd'hui, l'objectif ultime, c'est sa libération. Après, on verra les différents enjeux. Pour revenir à Jean-Yves concernant l'île Pau. Moi, l'île Pau, là, personnellement, ça me pose un problème de cohérence. Ça me pose un vrai problème de cohérence. J'aimerais dire ça. Mais, comme aujourd'hui, dans les enjeux, il y a la libération de centaines de jeunes Ivoiriens. Voilà pourquoi on ne va pas aller plus loin. Parce que, et je le dis, je l'ai dit toujours, tu ne peux pas dire que tu ne reconnais pas quelqu'un, tu ne reconnais pas une autorité, et puis tu vas vouloir jouir de l'effet de son autorité. Non. Parce que la personne qui va signer un acte de grâce, je dirais de grâce collective, là. L'acte là, celui qui va signer ce acte-là, il s'appelle Alassane Ouattara. Il est dans son 4e mandat que tu dis que tu ne le connais pas. Le jour où il va signer signature de 4e mandat, j'imagine que la pointe de cohérence voudrait qu'on dise que cette signature, on ne la reconnaît pas. Retournez dans vos cellules en prison. Vous allez voir ce que les familles de ces jeunes-là feront. Donc, arrivé un moment, ça... Vous voyez en fait, et ça c'est intéressant, parce que là, il décrit l'injustice faite à Ziggy, mais il revient sur le 4e mandat. C'est mon vieux père, le président Jean-Paul Ouro, pour dire, mais vous ne reconnaissez pas Ouattara. Et mais quand il va signer là, vous allez sortir, d'accord, vous allez sortir ou pas. Si vous refusez, vous dites qu'on ne reconnaît pas la signature, vous allez voir les parents des gens. C'est-à-dire que c'est le chantage. Il y a du chantage fait. On vous met dans une situation où on va vous dire, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas dit, vous ne voulez pas, mais c'est intéressant. Parce que j'étais en train de réfléchir, j'ai creusé encore, je suis allé plus en profondeur, je pense que je réponds juste après. Écoutez. Alors.
ça. Bon, moi j'ai écouté, j'ai écouté beaucoup d'humour, mais c'est vrai qu'on a un véritable problème même d'entente générationnelle. Hein. Je pense que c'est lié à la génération. Oui, je veux dire pourquoi. Parce que on a souvent tendance à croire que quand on est jeune, on est fougueux, on est passionné, on est fou. Et puis l'âge fait la maturité, la sagesse et la responsabilité. J'aime bien la formule du président Jean-Paul Leroux parlant de le problème de fond en ce qui concerne l'IPO. Si M. Ouattara signe, là, ça veut dire que des gens qui ne reconnaissent pas le quatrième mandat, mais acceptent la libération et acceptent la signature qui libère un individu. Et il a dit, si le parti, c'est-à-dire que le PPRCI s'oppose par rapport à la signature, vous verrez la réaction des familles. En fait, c'est ça le fond. En fait, on a un véritable problème en Côte d'Ivoire, un problème de valeur d'éthique. La valeur a foutu le camp. Exactement. Et je vous dis pourquoi la valeur a foutu le camp. En gros, on nous fait comprendre que Ziggy est enfermé là-bas depuis les 6 mois d'injustement. On est tous d'accord, hein? Tout le monde dit la justice va à tâtons. Mais il y a une déclinaison à la fin. Bon, acceptons ça et puis on va passer à autre chose. Bon, Ziggy, là, il est en otage. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas pourquoi il est là-bas. Amara Gabana, toi qui nous parles de messages téléphoniques, d'où tu sors tes messages téléphoniques? Qui t'a présenté les messages téléphoniques? Quel procureur t'a présenté les messages téléphoniques? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a un seul élément concernant l'affaire Ziggy. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, de quel message téléphonique tu parles? Et puis nous, Ivoiriens, n'est pas au courant. Qui es-tu, Amara Gabana? Es-tu un juge? Es-tu, je ne sais pas, un enquêteur? Qui es-tu, monsieur? Est-ce que vous pouvez monter pour nous parler de messages téléphoniques? Moi, j'ai hâte de vous entendre. Sinon, écoutez ce que je suis en train de dire, c'est très profond. Mais quelqu'un en otage, c'est quoi? C'est un bandit. C'est un bandit. C'est du banditisme. Voilà. Et quand quelqu'un est un bandit, c'est quoi? Il est hors la loi. Vous concédez des pratiques hors la loi parce que vous n'avez pas de moyens dissuasifs vis-à-vis de cet état de force. C'est ça, en fait, dans le fond. Vous êtes en train de nous dire, on n'a pas le choix, on fait avec. Même s'ils nous tapent, même s'ils nous frappent, on va faire quoi? On fait avec. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans une république? C'est pas une république, ça on n'appelle pas ça une république. Vous ne pouvez pas, en même temps, prendre des valeurs de la république, en même temps accepter des pratiques hors la loi qui sont contre les valeurs de la république. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un d'utopiste. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de rêveur. Parce que je ne connais une république qui est parfaite à 100%. Mais il y a des républiques qui essaient quand même de toucher et d'atteindre la perfection. Et c'est ce niveau-là que l'on doit atteindre. Donc si M. Ouattara prend les gens en otage, mais ce n'est pas ta constitution qui ne peut pas prendre en otage, donc c'est vous qui le dites dans votre explication, M. Ouattara se comporte comme un hors-la-loi. Donc celui qui se comporte comme un hors-la-loi ne respecte pas la constitution. Donc les autres aussi vont faire comme ce qu'on fait là. On n'a pas le choix. Ils sont forts. Ils nous martyrisent. Si tu parles, ils vont t'enfermer. Tu vas faire quoi? Ils vont t'enchaîner. On va faire quoi? Acceptons de faire avec. Avançons avec. Mais ça veut dire qu'une partie de la Côte d'Ivoire est cérébralement morte. Et puis, ceux qui ont les armes sont tout puissants. Ça c'est sur nous, c'est tout. Donc, je vais venir sur quelque chose qui est très intéressant. En dehors même de monsieur l'avocat. Mais c'est la suite des Ziggy. Ziggy aura 2 choix. Avant, il était opérateur économique qui faisait des spectacles. Soit il va se consacrer à ça exclusivement pour le bonheur du parti au pouvoir et d'une façon de concevoir de la République. Sinon, pour prendre des paroles à caractère politique, j'ai bien peur qu'il ne pourra plus le faire. Vous savez pourquoi? Parce que si on accepte le Sabari, l'épée des Damoclès qui est sur Ziggy judiciairement ne va pas disparaître. Comme le cas de monsieur le jeune là, quelque chose Kwasi là, Jean-François Kwasi. Jean-François Kwasi actuellement, s'il veut rentrer dans la fonction publique, il ne peut plus. Son casier judiciaire n'est pas vierge. Et en plus, il sort là d'un suicide. Donc il doit contrôler sa parole. Vous croyez que ces gens-là sont fous? Ils vont vous sortir avec le Sabari qu'on appelle l'humiliation, mais c'est par la suite que deviendra votre avenir politique. Est-ce que Ziggy en sortant de là avait dit qu'il ne pouvait plus parler de son pays? Ou bien il va parler de lui? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une formule, il y a une manière de parler. Il faut savoir parler en Côte d'Ivoire. Parle de façon mielleuse. Ne les indexe pas, critique, mais pas trop. Peut-être c'est ce que Ziggy va faire. J'aimerais, Carlin, ouais. J'aimerais dire à tout le monde que
faudrait pas que c'est vrai qu'on est jeunes, fougueux, machin, ou bien qu'on est plus âgés, on est plus sages. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a des jeunes qui sont sages. On est en train d'expliquer une situation. Les histoires de dénonciation, d'écrits faits en mémoire de la vie politique ivoirienne, ça, pour nous, sur ce plateforme, parce qu'on ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on est dans un état de non-droit et puis exiger que Ziggy ait le comportement d'un homme qui veut être dans un état de droit. Non. Donc, vous voyez, c'est ce que moi je pense personnellement. Khalil, voici comment je pense. Donc, la technique du pardon, je veux que Ziggy va sortir. Il n'a pas sa place là-bas. Mais ça là, pour moi, c'est comme si on fait du chantage aux gens. Vous voyez? Ça, c'est mon point de vue à moi. Maintenant... Ah ouais. Un instant. Ouais. J'ai échangé avec lui. Je te fais le retour le temps qu'on canalise, on coordonne tout ça. Ok? Je suis en direct là, sur TikTok. Ah, donc c'était toi le message là en fait. C'est pas possible, t'es pas sérieux toi. Excusez-moi. Bon, on va aller. D'accord. On va aller directement sur un autre truc. Vous savez que j'étais au salon de l'agriculture. Et puis, vous savez que on a eu un message sur la visite de M. Sassan Kambilé qui est parti voir son homologue, M. Darmanin. Vous vous en souvenez? Donc, on a eu un échange avec notre ami, M. Bouloubeu, qui est le collègue de Daouda, M. Élisée Bouloubeu. Donc, il y a une jeune sœur qui est là, la graine, qui a fait une compile de nos échanges. M. Bouloubeu était là. Donc, c'était sûr. Parce que quand Darmanin s'est exprimé, le RHDP a dit, ah, enfin, les cyberactivistes, on va les rapas. On va les rapas, oh, on va les rapas. Donc, j'ai essayé de calmer les choses, mettre les choses dans leur contexte. D'accord? Mais on va écouter Élisée. On va écouter Élisée. La paix du pays et qui sont des deux mains. Oui, parce que les autorités ivoiriennes, ce sont les autorités qui ont posé cet acte, c'est un acte très responsable. C'est pas parce qu'on est opposant, ou c'est parce qu'on est opposant à un régime qu'on peut lancer des appels au maître. Mais attendez, allez sur les réseaux sociaux, pendant que nous sommes en train de parler ici. Ouvrez les réseaux sociaux, regardez un peu ce que les uns et les autres disent. Il y a des dérives totalitaires sur les réseaux sociaux. Les gens souffrent vous aussi que des pays qui ont des lois qui disent que si une personne a des propos qui sont de nature à porter atteinte à la stabilité, à la paix du pays, et qui sont de nature à susciter la haine et la violence, doivent subir la rigueur de la loi. Mais nous, on a un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand on finit de prendre cette loi, elle s'applique sur un territoire de 322 462 km² qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Le gars était assis à Paris et qu'il s'en donne la longueur de journée à des appels au meurtre, et qu'il s'en donne la longueur de journée à des incitations à la haine, à créer des situations, et que ça a des répercussions au pays, parce qu'il y a des échos aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Il y a cette possibilité de pouvoir entendre ce message et qu'il y a des répercussions. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est facile d'être à 6 000 km et de dire que les gens ont droit à la liberté de la presse, de dire tout et n'importe quoi. Monsieur Norbert, ce que notre pays a vécu, vous ne l'avez pas vécu. Quand M. Ouattara, en pleine campagne, traite ses citoyens des chiens, ça là, ça ne met pas de mille sur le feu. Après les 30 années de crise qu'on a traversées, un président, un chef d'État qui traite ses citoyens des chiens, est-ce normal? Mais quand c'est ici, on trouve des situations atténuantes. Soit on dit, bon, une Satoun Blanc, tu as 7000 km les plus aisés pour toi. Une Satoun Blanc, tu as 7000 km les plus aisés de parler si tu es sur place. Mais c'est la justice, tout ça. Donc je pense que le poisson pourri par la tête, l'exemplarité ne doit pas seulement être au niveau de la base. C'est franco-ivoirien par la signature de conventions d'entraide et d'extradition. Et l'idée, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est toujours bon de renforcer cette coopération, surtout sur l'aspect judiciaire. Moi, pour être un observateur de la vie politique depuis plusieurs années, et je suis tout des situations avec notre pays, notamment au niveau des crises successives, je crois qu'aujourd'hui, il était important quand même à un moment donné que les autorités ivoiriennes et françaises renforcent cette coopération-là, parce qu'on avait l'impression qu'il y a des personnes, sous le fallacieux prétexte d'être en Occident, attisaient le feu et mettaient beaucoup d'huile
sur le feu dans les situations que nous vivions dans notre pays, qui étaient des situations très difficiles pour nous, parce qu'ils se disaient qu'ils avaient peut-être le prétexte de ne pas être extradés, ou ils se sentaient à l'aise dans un endroit où ils ne pouvaient faire l'objet de poursuites, ou du moins si ça devait faire l'objet de poursuites, ça allait prendre des procédures assez complexes et difficiles. Et donc ils se pensaient un peu dans un territoire, je vais dire, hyper sécurisé, où ils avaient le droit de faire tout et n'importe quoi. Moi je pense qu'à travers cette coopération, c'est un message qui est donné pour dire que c'est pas parce qu'on est à 6000 km d'Abidjan qu'on peut se permettre de faire tout ce qu'on veut et qu'on pense qu'on est à l'abri éventuellement de poursuites et voire même d'extradition pour répondre de ces faits. Mon président, est-ce qu'on peut parler aussi de la fin d'une impunité? Oh, oui, il serait intéressant, bon, d'abord, entre la Côte d'Ivoire et la France, il existe depuis bien longtemps, hein, depuis le début des indépendances, je dirais, ce partenariat judiciaire. Donc, c'est pas nouveau, certainement qu'ils ont renforcé, le show bien renouvelé ces différents partenariats-là. Mais, au-delà de ce que Élysée vient de dire, c'est-à-dire ceux qui pourraient tenter ou être tentés de participer à une sorte d'appel à la violence ou d'autres choses en Côte d'Ivoire, pourraient être poursuivis depuis la Côte d'Ivoire en France ici. Mais il y a aussi la question des criminels. Il y a des gens, on ne peut pas penser que c'est une affaire politique. Pourquoi on va voir tout en politique? Il y a des gens qui ont tué des gens, et puis ils ont la chance de fuir, et puis venir en France, et puis on peut plus les attraper, c'est compliqué. Il y a des criminels qui sont ici dans ce pays, qui ont profité de l'asile que leur offre la France, parce qu'ils ne savent pas réellement ce que ces gens ont commis. Bon, je n'aimerais pas citer le nom de eux ici, mais tous les Ivoiriens le connaissent. Ils s'en glorifient sur les réseaux sociaux. Lui, il a coupé des tendons, il a tué des gens, il a fait ceci et cela. Moi, je pense que ça aussi, c'est une possibilité pour ce type de criminels-là d'obtenir leur... Excusez-moi, je disais tantôt que c'est très enrhumé, d'obtenir leur extradition. Et puis voilà, ne regardons pas la chose sur l'aspect uniquement, je dirais, sociopolitique, mais il y a véritablement dans notre pays des gens qui ont commis des crimes de sang qui nécessitent d'être extradés quand la justice aura besoin d'eux et les attendre sur un certain nombre de faits. Je sais pas, une épée de Damoclès en étant sur place et à la différence des autres, ça c'est une autre réalité. Mais dire que non, en fait vous êtes à 6000 km, ça ne veut pas dire que quand on est à 6000 km, on n'a pas le droit de se prononcer sur un sujet où on méconnaît le sujet. C'est un argument qui ne tient pas la route. Et je tiens à rassurer mon très cher Élysée que j'ai vécu aussi la crise ivoirienne dans ma chair. Bon, je ne vais pas vous donner les dates, d'accord, où j'étais entre la Côte d'Ivoire et l'étranger. Mais je l'ai vécu, mais moi je ne m'en gargarise pas. Mais je vais aller, en fait, dans le sujet clairement. Je remercie le président Jean-Paul Brault de préciser quelque chose. Nous sommes conscients des législations et des lois. Quand on tient un argument qui est purement politique, je dis bien politique, parce qu'un argument qui est criminel, il est différent d'un argument politique selon les pays. Et je répète, un crime, comme c'est le cas de l'imam sur Samuel Paty, d'accord, et un élément qui est purement politique. Je vais vous demander de tapoter parce que j'ai une restriction. Est-ce que vous comprenez? J'ai une restriction, je pense que par rapport à l'image, j'ai une restriction, donc tapoter et partager. C'est vrai que je vous demande d'écouter, mais tapoter et partager, parce que j'ai une restriction. Merci. C'est différent. En Côte d'Ivoire, pour un argument qui est politique, on peut venir t'arrêter. Ziggy, l'arrestation de Ziggy jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez donné aucun élément criminel. C'est dans un contexte préélectoral. C'est qui est vous, là? Non, mais je dis vous, ça englobe plusieurs personnes. Je ne suis pas en train de vous indexer particulièrement. Mais voilà, je parle de ceux qui habitent Abidjan. Non, je ne peux pas citer. Je ne peux pas. Mais vous, alors. Bon, dans ce cas. Non, attendez, président. Président, dans ce cas-là, pourquoi vous prenez la parole? Pourquoi vous m'interrompez? Vous me faites conserver, vous, il y a Khalid sur le plateau, il y a Jean sur le plateau. Il y a Jean sur. Non, il y a même. Vous, même M. Bouloubé ne m'a pas interrompu. Pourquoi vous, particulièrement? Parce que vous êtes président. Allez-y doucement avec votre statut. Je continue. Je dis la Côte d'Ivoire, comme je peux vous faire plaisir, je dis la Côte d'Ivoire, dans le cas Ziggy, voilà, dans le cas Ziggy, n'a pas jusqu'aujourd'hui donné les détails d'un élément criminel suite au propos de Ziggy. Pour moi, c'est purement politique. Donc, arrêtons de se voiler la face. Maintenant, quand M. Bouloubé vous dit, ils sont à 6000 km, les gens tiennent des propos criminels. Moi, je vais vous donner un nom. L'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Amadou Soumarou,
vous en tant que journaliste, vous êtes déjà mis quelque part quand il disait que si ça tenait qu'à lui, Laurent Gbagbo serait un cimetière sous terre, d'où son surnom de Amadou Cimetière. Ça existait. Tout le monde connaît cet élément. Quel journaliste a tapé du poing sur la table? Vous vous rappelez du dernier discours qui a eu lieu à Paris ici où des ministres ont tenu des propos discourtoires à l'encontre d'accord de leurs citoyens. Qui sont ces journalistes en Côte d'Ivoire qui ont tapé du poing sur la table pour dire que non, on revient de loin, il ne faut pas me remettre moi, je condamne, parce que même moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je ne tiendrai pas d'accord des propos pour dire qu'il faut ôter la vie à autrui. Ça, jamais. Parce que je suis conscient du droit et je pense que quand on s'exprime devant un média, il faut être exemplaire d'abord pour soi, il faut respecter les lois parce qu'on n'est pas dans une anarchie. D'accord, bien évidemment, il faut être responsable de ses propos. Mais quand vous voyez des personnes qui sont censées incarner ces lois, tenir ces genres de propos-là, vous voulez qu'on se sente où? On peut tout reprocher à Macron, mais quand Macron, par exemple, traite ses citoyens, ses concitoyens de cons, ses concitoyens répondent et ils ne reçoivent pas des déchéances de nationalité. Attention. D'accord? Attention. Quand on dit qu'on va nettoyer certains citoyens au Karcher, ce fut avec Nicolas Sarkozy, certains citoyens sont sortis, ils ont tapé du poing sur la table, on ne les a pas déchus de leur nationalité. Donc je pense qu'il faut regarder des deux côtés. On ne peut pas tout le temps mettre la pression sur les citoyens et la base, parce qu'un pouvoir doit se durcir, on doit rester dans une multitude, dans une peur, et puis ceux qui sont là-haut se comportent aussi comme des hors-la-loi. Donc voici ce que j'étais là à dire, et aucune convention n'est encore sortie. Aucune convention n'est encore sortie, je tiens à dire, aucune convention avec des spécificités des têtes encore sorties. Arrêtez d'effrayer les gens, vive la Côte d'Ivoire, éduquons les citoyens, comme M. Élysée dit toujours, on peut s'exprimer sciemment en étant responsable, continuons ainsi. On a la critique aussi facile. Alors, je prends les propos du président Jean Paul, qui a évoqué le cas, d'accord, l'avènement des réseaux sociaux. Il a dit que les réseaux sociaux, effectivement, pour certains Ivoiriens, a fait l'objet, d'accord, d'un palliatif à caractère psychologique. Parce que, quand M. Bouloubo dit oui, que nous sortons d'une crise, les Ivoiriens sont marqués par cette crise. Alors, quelles sont les solutions quelle audace politique a voulu véritablement penser tout ce traumatisme collectif? Vous allez me parler de la CDVR, vous allez me parler, je ne sais pas quoi, de la Conarive ou quoi. Quelles ont été les conclusions véritablement de ces initiatives menées à coups de milliards? Mi-figue, mi-raisin. Ok. Je sais pas, vous connaissez les Ado Boys? Ah non, je chute là. Non, attendez, je chute. Car je chute. En quelques secondes. Ferme la porte, Je vais poser la question. Les Ado Boys, vous les connaissez? Si tu nous poses question, il va répondre. Non, lui, il va me répondre juste par oui ou par non, c'est une question fermée. Est-ce que vous connaissez les Ado Boys? Les Ado Boys, avez-vous entendu parler d'eux? Oui ou non? S'il me dit non, je continue rapidement. Je n'ai pas le métier de journaliste depuis 2007, donc je ne peux pas avoir fait ce métier sans connaître la Boy. C'est ce que c'est que c'est que la Ok, alors, comme vous êtes très respectueux de la loi, comme moi, M. Bouloube, les Ado Boys ont tenu des mêmes propos, d'accord, poussant à la haine vis-à-vis d'une communauté. Quelle est la décision? Est-ce que vous avez vu un procureur se déplacer sur un plateau de télé? Vous avez vu quelqu'un? Personne. Motus bouche cousue, on entend, on voit et ça passe. Alors, comment le citoyen qui n'est pas dans la même posture du Ado Boys, qu'est-ce qu'il va dire sur l'État? Attendez. Qu'est-ce que ce citoyen va dire? Alors, bizarrement, quand il s'agit d'accords du camp opposé, on voit automatiquement le procureur, on voit une abattage des journalistes et des personnes parler tout le temps. Mais quand il s'agit de l'autre camp, je ne sais pas s'ils ont des faveurs vis-à-vis de l'État. Et c'est ce que nous critiquons. La justice, c'est un symbole, c'est une balance, c'est l'équilibre. Et cet équilibre, malheureusement, est déséquilibré. Et moi, je trouve que les journalistes comme vous, je suis d'accord. Moi, je vous entends sur des points, je suis d'accord avec vous. Mais on va dire qu'il y a une forme d'hypocrisie qui ne dit pas seulement en Côte d'Ivoire sur les trois côtés. Et moi, Et voilà donc. Effectivement, les Ado Boys, les Mogo d'Ado. Voilà. Vous voyez, si c'était sur un plateau télé en Côte d'Ivoire, je sortais de là, peut-être dans 2 jours, on allait m'interpeller. Peut-être le jour J, non, parce que ça allait faire polémique. Les gens allaient partager sur TikTok, sur Facebook. Ah, lui là, c'est un garçon, hein. Ah, Jay, lui il parle, hein. Ah, lui c'est l'enfant guerrier. On va voir la suite. Mais dans 2 jours, on allait m'interpeller. Et puis on allait sortir un dossier, une salle blanc, outrage au président de la République, sur les réseaux, et puis c'est fini. Oh là, est-ce que vous m'avez vu insulter M. Bouloube? Vous avez entendu une seule injure? J'ai donné des exemples qui existent. Les Mogo d'Ado n'ont pas menacé les gens du Niger. Quand les gens marchaient dans les trucs de l'opposition où ils ont entendu des gens dire « Petit Mossi, rentre chez toi »,
Le dimanche qui a suivi, vous n'avez pas vu le procureur sur le plateau de NCI? Les autres qui ont fait une vidéo comme ça, pour dire qu'ils vont s'en prendre aux Nigériens. Vous avez vu un procureur, un communiqué, 2 poids, 2 mesures. Donc, ce n'est pas dans le but de venir casser du monsieur Bouloubou. Je dis, vous êtes journaliste, comme vous éduquez les gens, regardez. Comment celui qui se sent de l'opposition se sentira vis-à-vis de celui qui est au pouvoir? Il sait que celui qui est au pouvoir a une large manœuvre. Il peut s'exprimer comme il veut parce qu'il est du pouvoir. Mais celui qui est de l'opposition doit faire attention, doit marcher sur des pincettes. C'est ce que nous dénonçons. Parce que le problème, c'est que celui qui est au pouvoir ne donne pas autant d'argent, plus d'argent que celui qui est de l'opposition. Les mêmes factures sont les mêmes. Donc la richesse et l'argent du contribuable est utilisé encore par le camp dont celui qui soutient. Et puis voilà, et puis la justice, elle n'est pas parfaite pour tout le monde. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour cela, c'est pas une question de l'enfant guerrier. C'est une question de logique. Et souvent même, on n'a même pas envie de parler. Parce qu'on sait que cela nous expose. Mais on a ce devoir-là parce qu'on a ce bon sens. On n'est pas des justiciers. Moi, je ne suis pas un super-héros. Mais c'est plus fort que moi. Donc voilà. Mais demandez à M. Bouloubou si je l'ai déjà injurié, si j'ai déjà manqué de respect. Non. En dehors de l'aspect d'une émission, moi, je suis tranquille. Tala Daouda, on ne partage pas les mêmes points de vue, mais je lui ai laissé un message important pour quelque chose. Je lui ai dit, va checker, il m'a répondu, ok. Mais le pays est ce qu'il est. Chacun choisit sa trajectoire, où il veut aller. Moi, je respecte les points de vue, mais si ça trappe sur un plateau, soyez prêts. Moi, j'ai ma façon de voir en fonction des lois du pays. Donc, je sais que vous êtes 291 personnes, vous êtes là pour quelque chose. Je savais, j'étais sûr. C'est un camarade qui m'a envoyé ce message. C'est un camarade qui m'a envoyé ce message de « Vous êtes marié et tant. Toi, tu es un fou. Hein. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu veux venir me créer des problèmes ici? Que oui, malheureusement, vous êtes marié et tant. Sinon, j'allais vous... » C'est un ami, c'est un garçon. Bon. Alors, bref, c'était pour qu'on remet les choses dans leur contexte. On va parler rapidement du contexte de ce qui se passe. Il s'agit de la crise. La crise. Mais Yacouba Doumbia, il est qui Yacouba Doumbia? Amara Gabana, c'est qui Yacouba Doumbia? Dis-moi, qui est Yacouba Doumbia? C'est qui? Il est qui en fait? Non. Qui est Yacouba Doumbia? Amara Gabana, qui est-il? Amara Gabana, qui est Yacouba Doumbia? Amara Gabana, qui est Yacouba Doumbia? Réponds-moi. Qui est-il? Et vous là, oh. Pourquoi tu fais ça? Passe de l'autre côté là-bas. C'est pas toi là. Mais je joue? Non, c'est pas ici, vous allez venir crier. Allez, va de l'autre côté. Non, toi tu te calmes là. Et puis je ne vais pas vous voir tenir comme ça. Allez, toi dans ta chambre. Merci. C'est qui? Oui, mais un journaliste, il n'est pas juge. Un journaliste n'est pas juge. C'est pas un juge, frère. C'est un journaliste. Et alors, parce qu'il est journaliste, président Vladimir, qu'est-ce que dire? Je crois qu'il est parti. C'est le goût qui compte. Ok. Président Vladimir, oui. Oui, bonsoir, monsieur Hansan. Bonsoir. En tout cas, j'ai aimé votre débat de la fois passée parce que ça permet à vos collègues qui sont dans le média comme vous aussi de savoir que sur un plateau, quand il n'y a pas une ligne éditoriale imposée, le débat il est fluide. Chacun a quand même le temps de dire son mot et ce qu'il pense réellement du sujet qui est traité. Parce que chez nous ici, là, on a l'impression que nos journalistes, nos chroniqueurs sur les plateaux télé ont une ligne éditoriale qu'ils doivent respecter. Parce que souvent, ils donnent des arguments vis-à-vis du sujet qui est traité
que peut-être même en tant que personne qui n'est pas là à l'école, on ne trouve pas ça pertinent. Donc, je trouve mieux que de temps en temps, vous poussez les invités pour qu'ils partent là où vous êtes là et qu'ils s'expriment dans un contexte un peu plus libre. On verra réellement si les arguments qu'ils nous donnent ici à longueur de journée, là, si ça tient la route. Parce que le débat que vous avez maintenant, le débat, il a été clair et net. Parce que des arguments qu'on avance, qui sont répétitifs, qui n'ont aucun sens. Mais attends, pour un activiste qui est sur les réseaux, qui parle, qui critique, on trouve que celui-là, il doit être traqué. Il doit être mis sous les verrous. Mais pour un président d'institution ou bien une autre personnalité qui aussi entrave la loi, non, pour lui, ça doit passer comme du beurre dans du pain. Donc, c'est du 2 poids 2 mesures qu'on constate. Donc, moi j'ai suivi, je n'ai pas regardé le débat en direct, mais j'ai suivi comme ça, les redivisions. Et M. Bolube, il a vu qu'il avait affaire à des personnes quand même intellectuelles qui ont le sens du débat, qui ont le sens de s'exprimer librement. Parce que ici, là, les émissions, on regarde ici, là, c'est qui les gens nous servent là. C'est pas ça, c'est pas ça. On a l'impression que c'est un tout oui. Un tout oui, quand tu es le seul à dire non, tu es mal vu. Donc, au plus souvent, là, c'est monsieur peut-être Herman Abois, par moment, qui essaie au moins de diversifier ses points de vue. Parce que quand ça vient, eux tous, c'est oui, 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 oui. Que ça soit bon ou mauvais, mais c'est oui, oui, oui. Donc, quand c'est comme ça n'incite même pas la jeunesse à regarder ces émissions-là. Pourtant, ce sont des bonnes émissions qui peuvent quand même éduquer de façon politique et de façon culturelle des personnes, une masse. Mais on veut éduquer une masse pendant que la minorité opprime la masse. Et c'est-à-dire, au lieu de s'en prendre à la minorité, mais on veut quand même conquérir la masse. Ça n'a pas de sens en vrai. C'est pourquoi le journaliste, votre collègue qui était là, le français, a dit, mais vous voulez éduquer la masse. Pendant que la minorité, là, fait ce qui est mal pour la masse. Donc, quand même, la logique voudrait que, vu que c'est une minorité, elle est plus comme ça. Elle est plus apte à être malléable. Donc, c'est à elle que vous devez vous adresser au lieu de s'adresser à la masse. Parce que la masse, c'est vrai que tout le monde ne peut pas comprendre. Parce que dans une classe de 150 personnes, un enseignant, le cours qu'il dispense là, combien de personnes vont retenir le cours? Mais pour une classe de au moins 2 à 3 personnes, ou bien 5 personnes, 10 personnes, si une heure, je pense bien que tous les élèves dans la classe peuvent quand même avoir une retenue de ce qui a été dit. Mais on laisse ces 2, 3 personnes, 10 personnes là, qui oppriment la masse, mais c'est la masse qu'on veut éduquer. Moi, je pense que c'est des trucs à l'envers que les gens nous font. Donc, ce qui est sûr, moi, je te suis. Tu n'as pas un parti politique, mais tu es dans le raisonnement qui est logique, qui est légal, qui est normal. Parce que quand c'est pas bon, tu dis que c'est pas bon. Quand c'est bon, tu dis que c'est bon. C'est ça la critique politique. Aujourd'hui, là, il y a des débats qu'on fait. Pourquoi aujourd'hui, nous qui sommes de l'opposition, on dit que les gens du pouvoir, on ne peut pas quand même débattre avec eux? Parce qu'il y a des débats sur lesquels c'est la mauvaise foi qu'ils montrent. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est d'accord qu'en termes d'infrastructure, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est fait. Donc, c'est les trucs qu'on peut admettre. Mais quand on dit que ça, là, ça n'a pas été bien fait, il faudrait que ces personnes-là acceptent de reconnaître ça. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un de reconnaître le bienfait que tu as fait, mais la faille que tu as eue là, quand il te parle de ça, quand même, tu t'indignes de dire que pourquoi le bienfait là, il ne s'apaise pas seulement sur le bienfait et qu'il prend la peine de relever le négatif. Mais c'est ça. Parce que si on prend la peine de s'apaisantir sur le bienfait et qu'on ne relève pas le négatif, au finish là, on va nulle part. Parce que peut-être que le négatif là va prendre le dessus sur le bienfait. Donc, en tout cas, moi je te dis merci et on te suit, on suit les actualités. Ce qu'on fait là, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour la génération à venir. Ok. Voilà, parce qu'un état de droit permet à chacun de nous de s'exprimer librement. Ok, ça marche. Je te remercie en tout cas, Président, et on va attaquer le volet assez rapidement. On va attaquer le volet géopolitique. Tu peux rester avec moi si tu veux, parce que ça va pas être super long. Je remercie déjà les 285. Pas de souci.
Ok, avec les, vas-y. ok, avec les 287 personnes. Bon, on va parler rapidement de l'Iran et d'Israël et des États-Unis. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai participé à des panels depuis le week-end par rapport aux événements qui se passent en fait voilà, dans cette zone-là. Principalement, c'est qui m'a envoyé une demande? Ah, mon vieux Simplo, tu veux monter? Attends, je termine mon truc sur l'Iran. Voilà, donc vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation très très compliquée. Alors, la première des choses est de savoir, il y a deux choses. Ok? Si vous êtes en France, si vous êtes aux Pays-Bas, vous êtes en Angleterre, vous êtes, comment on dit, en Belgique, en Allemagne, les médias mainstream. Qu'est-ce que j'appelle les médias mainstream? Non, il n'est pas obligé. Il peut contredire en bas, c'est son droit. Tout le monde n'est pas censé être d'accord, nar chétan. Moi, j'ai pas besoin des gens d'accord avec moi. Hein. Il y a des gens qui peuvent être d'accord, il y a des gens qui sont contre. C'est ce qui fait normalement la vie de tous les jours. Tu peux pas être, tout le monde peut pas être d'accord avec toi. Donc moi, je ne cherche pas à plaire. Je ne cherche pas à séduire les gens. Ceux même qui sont pas d'accord, souvent, ils sont plus vrais même que ceux qui sont d'accord avec toi. Est-ce que tu vois? Parce que ceux qui sont pas d'accord, ils te disent ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui font comme s'ils sont d'accord avec toi, mais dans le fond, faut faire attention. Mais c'est normal. Ceux qui sont pas d'accord, ils doivent le dire. Ceux qui sont pas, voilà, c'est comme ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bref. Donc, on peut le dire en bas sans forcément monter. Mais pour revenir, je suis en train de dire, je vais vous donner un secret pour ce qu'on appelle le traitement de l'information. Quand vous allez sur les chaînes mainstream, ce sont les chaînes à grande diffusion. Ces chaînes à grande diffusion ont souvent une ligne éditoriale. C'est-à-dire qu'ils soutiennent un camp au détriment d'un autre. Pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons de choix idéologiques, pour des raisons économiques et autres. Donc, vous pouvez regarder ces médias-là et regarder aussi, d'accord, un média qui diffuse, d'accord, une ligne éditoriale qui s'oppose à cela, d'accord. Et il faut croiser maintenant vos informations pour voir si ce qu'ils disent est confirmé et ce qu'ils disent, dans le fond, c'est de la propagande. Vous voyez, moi, par exemple, les gens savent que le plus souvent, je suis dans un axe. Il est naturel pour un militant du RHDPD de ne pas apprécier, d'accord, mes commentaires. Parce qu'ils savent que ma vision, elle est contraire à la vision de leur mentor. Donc, quand ils me voient, Atoumla, c'est un propagandiste. Atoumla est un manipulateur. Atoumla est quelqu'un, il est dangereux. Parce que pour eux, quand Ouattara va faire un pont, je ne vais pas pour le dire, je vais aller regarder les détails du financement. Et je dis, il y a une faille là, de me dire, voilà, oh, j'ai félicité, oh là là, il va toujours chercher des noises dans les cheveux de Ouattara. Effectivement, c'est ça, d'accord? Mais parce que je croise l'information, je creuse l'information, et les gens n'aiment pas ça le plus souvent. Donc, aujourd'hui, en termes de bilan, où nous en sommes en ce qui concerne, d'accord, les États-Unis. Ok, normalement, il y a cet article-là, d'accord, par Jim Sciutto, qui disait, je vais vous lire, US preparing for major uptick in attacks in the next 24 hours, official says. En fait, ils avaient préparé normalement, en fait, d'accord, cette attaque-là devait être préparée, devait être courte. C'est une attaque, en fait, d'accord, qui devait être courte de base. C'est une attaque qui devait être éclair sur 3-4 jours. 3-4 jours, anéantir complètement tout le dispositif militaire et stratégique d'accord de l'Iran. Donc, je vais vous lire la conférence de presse de Donald Trump aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a des choses qui changent. Mais première des choses, un haut responsable américain a indiqué sur CNN que les stocks de missiles de l'armée américaine s'épuisaient. Il s'agit notamment de missiles d'attaque, ce qu'on appelle les Tomahawk, et des intercepteurs, les SM-3, pour ceux qui connaissent. En temps, Trump, il a dit le contraire, d'accord, lundi matin sur CNN également, que nous n'avons pas encore commencé à frapper encore fort les Iraniens. Alors, à la différence des Iraniens, pourquoi aujourd'hui d'autres parlent en fait de stocks qui seraient complètement épuisés? Il faut savoir qu'un missile américain, c'est 4 millions de dollars. Un drone iranien, c'est 20 000 dollars. Voici la différence. Et donc, leurs missiles et autres, ce n'est pas le même prix, 75 000, 100 000. Je vous montre en image un petit peu les stocks de ce qu'on appelle les missiles et les drones iraniens. Donc, en
en matière de fabrication, ça va très vite. C'est moins compliqué. C'est-à-dire que la maintenance, la logistique, elle est moins lourde. Et c'est un petit peu ça la surprise. Ils ont des missiles. Ah bah oui, il y a un reflet, c'est normal. Le missile Qadir et Emad, d'accord, a été tiré même aujourd'hui en direction, d'accord, de la base, d'une base israélienne et américaine dans la région. Voilà. Vous tapez missile Qadir et Emad. Vous allez sur Internet, vous tapez missile Qadir et Emad. Vous verrez, d'accord, les informations. Alors, vous savez qu'au niveau de l'Émirat arabe uni, d'accord, il y a eu des drones qu'on appelle les Shahed 136, d'accord, et les Shahed 100. Et, d'accord, les missiles balistiques KEM, d'accord, voici, voilà, voici aux Émirats. Présenté même par les soldats émiratis. Vous voyez? Alors, on m'a envoyé même une photo à l'instant. Voici ce que je vous donnais comme information. Pour ne pas dire que je mens. Bon, c'est à l'envers, hein. C'est écrit ici. L'Iran envoie ses nombreux drones à 20 000 $, d'accord, contre des missiles américains à 4 millions au stock. Le missile américain, 4 millions. 20 000, regardez. C'est sur BFM. C'est sur BFM TV. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, naturellement, il y a un problème. On va essayer de creuser un petit peu. Je vais vous faire écouter quelque chose. Je vais vous parler du marché aussi. Donc, Israël, là, il est 16h41. Israël frappe l'aéroport de Marabad à Téhéran, en Iran. Ça, c'est une frappe d'Israël. Ça, c'est en temps réel. Hein. C'est Israël qui a frappé, d'accord? C'est Israël qui a frappé l'aéroport de Marabad à Téhéran, en Iran. L'image que je viens de vous montrer. Emmanuel Macron s'exprimera, lui, ce soir, à 20h. Source BFM, pour ceux qui veulent regarder sur la situation dans le Moyen-Orient. Regardez le pétrole. Le coût du pétrole a augmenté de 7% sur les marchés. Coût du pétrole, 7%. D'accord. Gaz européen, 29% ici. Vous avez l'info là. Et l'or et l'argent sont en forte baisse. Le cours du gaz de plus 29%, le pétrole de plus de 7%, pour ceux qui investissent sur les marchés. Alors, donc, en gros, l'attaque américo-israélienne contre l'Iran, contre-attaque iranienne, dernières informations, campagne de 2 à 3 jours promise par Trump contre l'Iran pourrait prendre 4 à 5 semaines, d'accord, dit-il, c'est Donald Trump qui le dit, modifiant son calendrier face à la résistance iranienne et sans précédent. Donc Trump pensait que ça allait durer 2-3 jours et là il modifie lui-même son calendrier. Permettez que je termine et vous allez monter. Dernières informations. Tucker Carlson, vous le connaissez bien. Tucker Carlson, d'accord, a rapporté, journaliste, hein, d'accord, qui était même sur Fox News, Tucker Carlson, celui même qui avait fait l'interview de Vladimir Poutine et de Trump bien avant l'élection de Trump, et dit, il a rapporté sur d'éventuelles attaques sous fausse bannière du Mossad contre les pays du Golfe. Et ça, je vais vous montrer quelque chose qui est très intéressant, dont beaucoup de personnes n'en parlent pas, d'accord, parce que on a attrapé des agents du Mossad dans les pays du Golfe en train de se faire passer pour des Iraniens. Ils étaient chopés, je crois même ils étaient chopés en Arabie Saoudite ou à Abu Dhabi. Voilà. Donc Tucker Carlson a qualifié toute la guerre d'un complot israélien visant à détruire les royaumes. C'est-à-dire que, en gros, le Mossad a trouvé un prétexte pour que les États-Unis les accompagnent pour complètement détruire toutes les monarchies du Golfe. C'est Tucker Carlson qui le dit, c'est pas moi. Vous pouvez aller faire des recherches. Netanyahou est apparu à la télévision américaine pour affirmer que Trump a commencé à planifier la guerre avant même de retourner à son poste.
d'accord, c'est Netanyahou qui l'a dit aujourd'hui, qu'avant que Trump ne devienne président, il avait envisagé cette opération. Or, le même Trump, pendant sa campagne, avait dit le contraire. On a l'impression qu'il y a du gaz dans l'eau, il y a du rififi dans l'air anti-Israël, parce que c'est bizarre. D'accord? Maintenant, le Conseil de la grande révolution iranienne, la CGRI, a déclaré qu'il dispose d'informations sur la localisation de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que, de la même manière que le Mossad a repéré et fait éliminer Ali Khamenei, le CGRI, le Conseil, d'accord, de la garde de la révolution iranienne, indique qu'ils ont aussi localisé, ça c'est intéressant, il faut que je vienne dessus, ils disposent d'informations sur la localisation de Benjamin Netanyahou. Je vais venir sur cette affaire de localisation là, peut-être un jour, d'accord. L'ancien analyste de la CIA, Larry Johnson, vous le connaissez, a détaillé la folie de l'assassinat de Khamenei, qui s'est fermement opposé à la nucléarisation de l'Iran. C'est-à-dire que Ali Khamenei, qu'on nous présente comme un monstre, Larry Johnson, qui est un ancien gars de la CIA, a trouvé que c'était une dinguerie de l'avoir éliminé. Parce que ses successeurs... Bon, je vais vous dire quelque chose. L'Iran ne dispose pas de l'arme atomique, mais ils sont arrivés au seuil. Il y a des degrés. Parce que l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'accord, et les États-Unis avaient des échanges à Oman avec l'Iran. Donc c'est un maga tapé même que les États-Unis ont fait. Mais celui qui s'opposait à l'obtention même de l'arme nucléaire, parce qu'il y avait une personne avant, Soleimani, qui a été éliminé par le Mossad, Soleimani là, Soleimani, le général Soleimani, lui, il était même pour avancer complètement pour faire ce qu'il fallait. Celui qui bloquait, c'est Ali Khamenei. Donc, Larry Johnson, un ancien gars de la CIA, a dit, c'est une folie que vous avez, parce que lui, il bloquait. Mais ceux qui viennent derrière, là, eux, ils ne vont pas bloquer. D'accord? L'expert en puissance aérienne, Robert Pape, a déclaré que la guerre aérienne des États-Unis et d'Israël a échoué. C'est un expert en puissance aérienne. Il s'appelle Robert Pape. On dit Pape en français. Il dit que la guerre aérienne des États-Unis et d'Israël a échoué. Geopolitics Prime a enquêté sur les raisons pour lesquelles une agression contre l'Iran pourrait déclencher une révolution au Bahreïn. Ça aussi, les gens ne parlent pas beaucoup de cela. J'ai dit vite fait aux gens, vous n'avez pas compris. Et la dure leçon que d'autres puissances du Golfe ont appris après que l'Amérique les a abandonnés. Il y a deux choses. Pourquoi l'Iran, quand ils ont frappé, ils ont commencé à bombarder, pourquoi l'Iran a commencé à taper des pays où des bases américaines étaient? La première des choses, c'était de voir la réaction, d'accord, des Américains dans ces pays. Est-ce que vous avez vu les Américains défendre le Bahreïn, les Émirats arabes unis? Ils ont quoi? Ils ont fui. Soit ils ont fui même en fait. Donc ces pays-là, qui mettaient leur défense entre les mains des Américains, sont surpris que les Américains se cherchent eux-mêmes. C'est ce qui fait rire. Vous vous rappelez, dès dimanche, beaucoup de gens ont dit « Ah, la Russie et la Chine ont abandonné. La Russie et la Chine ont abandonné. » Mais et les autres pays là, ou l'Iran, vous avez déjà vu des pays riposter, des Américains riposter à partir de ces pays? Soit ils ferment leur base, ou ils tchénessent. Mais on va aller plus loin dans le cas du Bahreïn. Au Bahreïn, celui qui a la couronne, c'est un sunnite. Mais les populations majoritaires sont chiites. C'est pour cela, dès le premier bombardement des bases américaines au Bahreïn, vous entendiez des gens dire merci à Ali, au prophète Ali par rapport aux chiites. Les chiites sont majoritaires. Donc, l'Iran, sachant qu'ils vont être bombardés, ils vont créer tous les voies et moyens, d'accord? Ils vont créer tous les voies et moyens pour essayer de créer une sorte d'alliance de certains pays qui sont avec eux. Regardez, au Bahreïn, il y a plus de chiites. En Irak, à Erbil, l'ambassade a été fermée. En Irak aussi, il y a des chiites. Au Pakistan, certains pays ont commencé à gagner, certains pays du monde musulman ont commencé à gagner, à adhérer à la cause, d'accord, de l'Iran. Est-ce que vous comprenez? En même temps, ils anéantissent parce que les bases, naturellement, vont ravitailler les outils qui sont sur les porte-avions et les avions qui vont retourner dans certaines bases. On les détruit. Mais au-delà de cela, on vous montre que vos gardiens ne sont pas là pour vous surveiller.
Ils ne sont pas là pour vous garder comme on ne sait jamais. Maintenant, la question qui est de savoir que est-ce qu'ils ne replient pas pour mieux rebondir? Mais bien évidemment, les gens savent aussi que ils repartent pour mieux rebondir. Mais dans quel contexte? Parce que la guerre, plus elle dure, elle est difficile. N'oubliez pas la clôture du détroit d'Ormuz qui impacte, d'accord, le coût du prix du pétrole, le coût du prix du gaz. Et puis, bien évidemment, c'est 20% du trafic mondial. Et cela joue pas en la faveur de Tsal ou des États-Unis. N'oubliez pas aussi que l'élection des mi-mandats joue sur Donald Trump. Si aujourd'hui, chacun se lance la balle entre Israël pour dire que c'est vous qui êtes les premiers, c'est parce qu'il y a du gaz dans l'air. Si c'était une opération éclair, oui. Et n'oubliez pas que le fait de faire autant de victimes en Iran, c'est pas seulement les représentants de la garde de la révolution iranienne qui seront touchés. Les civils seront touchés. Donc, il y aura un massacre. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que un haut commandant du CGRI a confirmé que le détroit d'Ormuz est fermé et que tout navire tentant de le franchir sera mis en feu. Les grands chargeurs exclus du Golfe ont annulé le transport maritime via la mer Rouge, craignant les Houthis. Il ne faut pas oublier qu'au Yémen, les Houthis soutiennent aussi, d'accord, les Houthis soutiennent aussi l'Iran. Et eux, ils sont au niveau d'une visibilité au niveau de la mer Rouge. Donc, au-delà de la fermeture du détroit d'Ormuz, la mer Rouge, avec les Houthis, peut être un élément aussi risqué. D'accord? Ce sont deux des 5 principales artères de transport maritime fermées grâce à l'opération Epstein Fury. Alors ça, c'est un peu ironique. C'est pas Fury, c'est quelque chose Fury, non? Je crois que c'est quelque chose Fury. Lion Fury ou un truc comme ça. Ils ont mis Epstein Fury. Israël a lancé une agression à grande échelle contre le Liban. D'accord? Ça, on le sait. Contre le Hezbollah. C'est un fait. D'accord? Les images sont atroces. Au Liban, c'est... Et puis, l'Iran, via la télévision iranienne, ont annoncé de nouveaux missiles super lourds. C'est Epic Fury. Ouais. Et nouveaux missiles super lourds, d'accord? Tandis qu'un groupe de résistance irakien, aussi, ils ont dévoilé une arme à longue portée capable d'aller jusqu'à Israël. On attend de voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de dabashi aussi. D'accord? Donc, moi, je trouve que Trump, il a minimisé les rapports de pénurie en termes de munitions. On va voir. Okay. Et puis, des diplomates iraniens de haut rang ont souligné que l'Iran est entré en négociation avec les États-Unis de bonne foi pour prouver au monde entier que Washington et non Téhéran est celui qui cherche l'escalade. Ça, c'est une information à prendre avec aussi des pincettes. Alors, Donald Trump, je vais vous montrer les cas. Conséquences, voilà, ça c'est au Liban. Bon, le gars a été frappé, hein. C'est à Saïda, au Liban. Donc, Trump, voici Trump dans son discours, qui a fait son discours. Je vais aller rapidement, parce que, voilà. Regardez, aux dernières nouvelles, d'accord, je crois que les services de renseignement, les services secrets israéliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis, en fait, d'accord, des armes à des manifestants en Iran pour tirer sur des civils, d'accord, et les forces de l'ordre. Voilà. Bon, en gros, ce sont des opérations de sabotage. Parce qu'ils savent qu'actuellement, d'accord, il y a c'est des opérations de sabotage, en fait. En gros, on va envoyer des civils, des gens qui sont opposés au régime, s'aimer le cafouillage, le chaos. Comme ce que, il y a d'autres qui ont été attrapés, hein. D'accord, il y a d'autres qui ont été attrapés aux Émirats. Voilà, il y a d'autres qui ont été attrapés, des agents même, qui se faisaient passer pour des Iraniens, qui ont été chopés. Donc, en gros, c'est une situation qui est assez délicate, ma foi. Il faudra regarder ça de près. Maintenant, est-ce qu'on peut analyser entre notre situation, nous, en Côte d'Ivoire, quel est l'impact? Nous, en Côte d'Ivoire, comment cela peut jouer sur nous? Oui, on peut. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, mais on va l'étape par étape. Il faut regarder pas ça de loin.
il faut prendre beaucoup de recul et de la sagesse pour analyser cela. Est-ce qu'il y a un impact véritablement sur notre sous-région? Il risque d'avoir un impact sur notre sous-région. Ça dépend de comment les Européens derrière vont plutôt en fait d'accord prendre cette affaire et ça dépend bien évidemment de la folie de notre président. Parce que Donald Trump a décidé d'augmenter les taxes vis-à-vis de l'Espagne parce que l'Espagne a dit ils ont chassé tous les avions américains, ils ont dit de quitter leur territoire, ils ne veulent ni de loin ni de près être mêlés à cette guerre. Est-ce que nous, nos pays-là, peuvent chasser des avions américains ou chasser des avions français? Ça, c'est autre chose. Ah bon, entendeur, salut. J'espère que vous avez pu apprécier ce petit moment d'échange. Et je vais m'arrêter là. Oui, mon vieux. Bois quoi si, j'espère que tu vas bien. Bizarrement, tu es arrivé à la fin. Bon, je vais faire monter ceux qui voulaient monter, qui avaient un point de vue à donner. Simplement, je t'ai invité.